Bah, en soi, j'ai un truc, moi, c'est pas vraiment de l'actu, mais je sais pas si vous avez. Après, vous êtes pas à Paris en ce moment, mais aujourd'hui, on a entendu une énorme explosion. Mais genre, ça a été ressenti Ouais. bah, dans tout le département. Et au final, c'était un. Mhm. Enfin, genre, ça fait un peu flipper, tu vois. Et genre, au final, c'était un Rafale qui a survolé Paris, qui a passé le mur du son, tu vois, au-dessus de Ah Paris. ouais? Ah oui, j'ai vu plein de mèmes là-dessus. Je me demandais ce que c'était justement. Vraiment, c'était. Oui, oui, Sur le oui. coup, vraiment, t'es là en mode. Enfin, t'as une vidéo où à Roland Garros, t'as Vavrinka qui s'arrête de jouer. Oui, qui Et bah, s'arrête pendant 5 secondes, j'ai vu, ouais, ouais. ouais, mais dis-toi que c'était la même en plein centre de Paris. Et vraiment, ça m'a perturbé sur le moment. NDR. Hmm. Sinon, dans l'actu aussi, il y a eu le débat là entre Trump et Joe Biden là, pour les présidentielles. Ah oui, Alors Biden. ça vaut quand même le détour, hein. Ouais, j'ai vu que Oui, c'est c'était. vrai. Vraiment, Mm. c'est des chiffonniers, hein. Ah oui, non, vraiment, c'était. Ah, il y a plus de limite. Ah oui. Vraiment, en France, t'as un truc comme ça, Ah oui, c'est la fin pour toi, hein. c'est le Mais tour. moi, je crois que c'est assez représentatif pour faire un lien avec les DLF, hein, de la place qu'a la liberté d'expression aux États-Unis et enfin, ça va bien plus loin que Ah bah ce c'est qu'on a clair. nous, quoi. Oui, vu sous cette forme-ci, c'est sûr, hein. Oui, je pense qu'ils sont moins contraints par la bien-pensance en fait. Hop, et voilà. Ouais, ouais, dans le chat, je vois qu'on parle de la publicité des procès. Faut-il filmer les procès? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est. Je sais pas vous si depuis Vienne et l'Irlande vous avez vu ça passer, mais ça a été, ça a marqué le début de semaine où, Oui, oui, où oui. tu as le garde des Sceaux dans un entretien parisien, qui a annoncé que ce serait un de ses souhaits de voir les procès filmés. Donc il n'a pas donné de modalité, donc si c'était tous les procès ou si c'était certains, ou enfin, vraiment il a posé ça sur la table. Et j'ai vu qu'il avait fait une vidéo Facebook pour se mettre un peu au goût du jour pour que la justice se présente aux Français. Enfin bref, c'est autre chose. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez que c'est Parce que j'ai vu que des magistrats étaient contre ça, donc toujours cet affront magistrat garde des Sceaux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Que ce soit Antoine et Anthony ou dans le chat sur cette publicité des débats. Des... Je t'en prie, Anthony. Antoine, oh, Ça va, je peux y aller, j'y je... vais si tu veux. Vas-y, je t'en Euh, prie. non, alors, ce que j'en pense, je ne serais pas capable d'avoir une réflexion juridique dessus, une approche. Est-ce que ça pourrait porter atteinte? Le raisonnement juridique, je pense que Roustan, tu as un syllogisme naturel dans ta façon de penser, donc c'est toi qui le feras. Mais en revanche, c'est pas la première fois qu'on en a, puisque vous savez, il y a sur YouTube, vous pouvez retrouver cette vidéo du procès de Barbie, où on voit notamment la défense, c'était Vergès qui l'a menée, donc ça a déjà été fait sur des grands procès. Euh, Moi, je sais que c'est une vidéo que j'aime bien, même si on a toute la violence oratoire de Jacques Vergès qui peut s'y exprimer. Et je crois que c'est important de filmer les grands procès au moins, et peut-être en fait, tous les procès. Là, je suis en Irlande actuellement, et c'est vrai qu'il y a une chaîne comme ça où il y a tous les procès en fait. Et toute la journée, ça diffuse des procès filmés. C'est vachement agréable. Je crois que ça contribue à la publicité de la justice. Après, c'est vrai que ça va poser toutes ces questions de. Je pense que ça va. Il faut pas que ce soit autorisé dans les cas où on est déjà en chambre du conseil, puisque de toute façon, dans ces cas-là, il y a une justification à l'absence de publicité de la justice. Et a priori, ça devrait pas. Enfin, je vois pas comment l'un ou l'autre pourrait jouer dessus. En revanche, moi, je suis plutôt pour. Au moins pour les grands procès, mais pourquoi pas pour tous. Après, c'est juste que ça a coûté des sous et qu'il paraît que les magistrats ont des ordis qui datent
de la fin du XXe siècle. Donc si on leur dit qu'on va mettre des caméras 4K dans les tribunaux, mais qu'ils ont encore des ordis de plus de 20 ans, je sais pas comment ils vont le prendre, mais je suis pour. Ouais, dans le chat, c'est assez plutôt côté, je dirais, non. Enfin, la publicité telle qu'elle est à l'heure actuelle, ça a l'air de suffire. Après, ouais, est-ce que c'est une priorité? C'est surtout ça que moi je me demandais. Est-ce que c'est aujourd'hui ce qui permettrait de réconcilier les Je sais pas si Français c'est une avec la priorité, justice? mais alors, moi j'adorerais pouvoir me faire le replay des plaidoiries de Temim, ou enfin, je me régalerais. Vraiment, ce serait trop cool. Ah, mais même à regarder, oui, oui. Bah, typiquement, oui, je pense que j'y passerai un petit moment quand même là-dessus. Puis je regarderai le jour où je suis avocat, je regarderai mes collègues, leur première plaidoirie, on ferait des best-of, des fails de plaidoirie des collègues. Je pense qu'il y a moyen, ça peut être cool. Hein. Ouais, mais comme dit Xav, a explosé au vol. Non, je pense que vous m'entendez ou pas? Oui. Allez. Je disais que, comme dit Xav, je pense que c'est pas forcément un sujet central parce que ça va peut-être intéresser les juristes tels que nous, tu vois, qui vont pouvoir s'intéresser à aller regarder les plaidoiries. Mais à part pour les gros procès, les procès de société, où là vraiment les gens vont peut-être avoir envie typiquement les procès de Charlie Hebdo, de regarder. Je pense que sinon personne ne va regarder quoi. Et ce sera des coûts engagés pour rien parce qu'en fait les gens ne vont pas s'y intéresser. Ouais, peut-être sur ces procès-là Autant... où, par exemple, Charlie Hebdo, je sais qu'ils vont faire le film, mais si par exemple c'est comme le procès où il y a eu la plaidoirie de Jack Versus, je vais pas me tromper, c'est Barbie, c'est ça? Donc le procès Barbie, il avait été filmé, mais Ouais. l'intégralité des rushs, ils sont conservés et je crois qu'ils vont les sortir genre peut-être 50 ans après le procès. Je crois que j'avais vu quelque chose comme ça, donc ils sont pas accessibles au public et c'est vraiment une vertu historique où on les sortira. Allez, c'était en 61 Barbie, je crois, donc on les sortira peut-être dans 20 ans et on dira ah oui, putain, c'était comme ça à l'époque. Mais sur le moment, c'est vrai que peut-être un procès comme Charlie, il aurait mérité d'avoir peut-être une chaîne en info continue où tu peux, vu l'importance du procès, tu vois. Mais peut-être pas sur tous les procès. Ouais, voilà, je pense que... Tous les procès, je pense que c'est... Oh, le monsieur et madame tout le monde, je trouve que c'est... Pour le coup, ça résulte aussi de la vie privée, quoi. Enfin... Oui, voilà, moi je pense que ça devrait être, par exemple, sur proposition du Sanamesh, ministère public. il fait une belle réflexion là. Si tu arrives à retrouver le lien du juge qui explique sur Twitter pourquoi il est contre de façon pédagogique, n'hésite pas à nous le faire passer pour pouvoir le voir. Ouais, bah en tout cas, on pourra en discuter tout au long du live. Je vous propose quand même de pas trop tarder, comme ça on commence, mais c'est intéressant de pouvoir discuter de ça, quoi. C'est bien là que ouais, et en fait, ils sont plutôt contre dans le chat. Hein. Enfin, contre. D'une façon ou d'une autre. Ouais. Et c'est intéressant du coup parce que j'aurais cru que c'était plus les magistrats qui étaient contre ça, mais en l'occurrence... Je crois qu'ils le sont aussi. Ouais. Ok. Toujours pareil, quiz. Aujourd'hui, on vous a préparé 8 questions justement, comme ça laisse un peu plus de place aux interactions avec vous et qu'on puisse un peu discuter. Et si à la fin on a le temps, on a notamment une question sur la peine de mort et si on peut regarder un petit truc à la fin, on vous mettra ça s'il nous reste un peu de temps, quoi. En tout cas, pour ceux dont c'est la première fois, vous allez voir, c'est assez simple, c'est assez intuitif. Tout se fait directement en votant sur l'écran si vous êtes sur ordinateur. Et entre l'écran où vous nous voyez et le chat, si vous êtes sur téléphone, il y a une petite icône où vous allez voir, les réponses vont s'afficher. Et donc c'est un QCM classique. Où vous avez plus ou moins de temps pour répondre. Vous avez 15 secondes pour répondre. En l'occurrence, là, j'ai mis à 15 secondes, comme ça, comme les questions sont un peu moins longues, ce sera un peu plus fluide. Et si vous avez le moindre souci, vous pouvez parler dans le chat sans problème, on saura vous aiguiller. Donc je vais lancer le quiz. Vous allez voir, les règles vont s'afficher pour vous.
Je viens de demander le jugement. Dès qu'on l'a, je vous dis. Ok, je vais vous afficher la question 1 déjà. Alors, on commence sur une question sur une personnalité. Alors, le juriste français René Cassin a fortement influencé la rédaction de quel grand texte? Est-ce qu'il a influencé la Déclaration universelle des droits de l'homme? Est-ce qu'il a influencé la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne? Ou est-ce qu'il a plutôt influencé la Convention européenne des droits de l'homme? Donc, sur quel texte René Cassin a mis sa griffe? Je crois que ça va être bon. Est-ce que vous l'aviez, vous, Anto Oui. et- Moi, je pense que je l'avais, mais on va voir Oui, mais s'il pas avait répondu. parce que je l'ai révisé, parce que dans la BU, je crois, de la fac d'Aix-en-Provence, c'est marqué à l'entrée. Et c'était la réponse, c'était bien la réponse A. Pas majoritaire dans le Ah. chat. Du coup, pas majoritaire. Et oui, c'est bien le. Bah, du coup, Antoine, je sais pas si tu peux nous en dire un peu plus sur ça. Sur quoi? Sur, Bah, sur la question, si tu as un commentaire particulier à amener là-dessus. Non, pas particulièrement. Juste que René Cassin, ouais, il est à l'origine de C'est vrai que ça peut étonner parce que c'était un de la Français, DUDH. mais je crois que dans son histoire, moi j'avais lu ça parce qu'il est immolé au Panthéon. Et à chaque fiche Panthéon, vous avez une petite fiche de la personne. Et il a passé pas mal de temps, je crois, aux États-Unis, ce qui fait qu'il il a cette griffe, il a eu cette implication dans la DUDH. Oui, puisqu'en fait, je regarde du coup sur Internet, la commission des droits de l'homme était présidée, donc une commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, par Eleanor Roosevelt. Donc en fait, c'était la présidente, c'était la femme du président Roosevelt, et René Cassin en faisait partie lorsqu'ils ont travaillé puis adopté la DUDH. Ouais. Notre M qui dit que c'était le nom de son lycée, du coup, et il a la biographie de René Cassin en tête. Mais moi, ça m'arrive très souvent ça de découvrir en fait des noms. Je m'étais jamais interrogé sur le nom d'une rue, d'un endroit, et en fait un jour je découvre que au détour d'un cours ou d'un bouquin, que bah, c'était lui et qu'on habitait dans sa rue. Ah oui, ben ça arrive souvent. Ok. En tout cas, voilà, René Cassin, c'était la DUDH de. On passe à la seconde question, si vous n'avez pas d'autres... Pas de remarque. Ah oui, Loua dans le chat qui nous dit « J'ai pensé au concours René Cassin chaque année, devant la CEDH, du coup, piège. » Ah oui. Ah ouais, bah oui, du coup, ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, du coup, pour le coup, Ouais, mais alors pourquoi il s'appelle comme ça, ce piège, ce concours? Bah, je sais pas, on peut... Attendez, je vais regarder en même temps. Alors, il a été délégué de la France au Conseil de l'Europe, chargé d'activer les fonctions juridiques de conseil, notamment grâce à la CEDH, justement. Donc, et puis il a été juge. En fait, il a été juge de la Cour européenne des droits de l'homme de 1959 à 1965, puis vice-président et président de 65 à 68. Donc, en fait, il a été aussi là-bas. D'accord, ok. Mais pour d'autres Je suis raisons. sur sa page Wikipédia, je vais vous la mettre dans le chat. Elle est pas mal. Ok. Si on passe à la question 2 du coup. Question sur l'article 16 de la Constitution.
Alors, laquelle de ces conditions doit être respectée en cas d'application de l'article 16 de la Constitution? Donc, est-ce que c'est réponse A, le vote d'une loi par le Parlement au-delà de 12 jours d'application? Réponse B, la discussion de la question de confiance devant le Parlement? Est-ce que c'est le maintien du Parlement siégeant de plein droit? Ou est-ce que c'est la prise d'une délibération au Conseil des ministres? Donc, question sur l'article 16 de la Constitution. Question qui, je vous l'accorde, est pas évidente si on l'a pas en tête. Je suis en train de relire l'article que j'ai pas lu depuis. Et en l'occurrence, la bonne réponse c'était la réponse C. Alors le maintien du Parlement, l'article 16, si je ne me trompe pas, parce que justement, cette question amène à mettre en parallèle différents régimes où les pouvoirs sont étendus. Et l'article 16, du coup, si tu viens de le relire, Antoine, c'est bien la procédure des pouvoirs étendus du président. C'est ça, donc... Ouais. Ouais, qui a été... alors, historiquement, il est mis en place... Il est mis en place quand? Appliqué qu'une seule fois, en 1961, après le putsch d'Alger. Donc là, tu parles de l'article 16, ça? Je parle de l'article 16, pardon. Ouais, c'est ça. Parce que justement, voilà... Du 23 avril au 29 septembre. Parce que justement, je l'avais mis là. J'avais fait cette question parce que c'est des choses qui peuvent, en fonction du thème sur lequel vous tombez au grand tour, c'est voilà, la différence entre l'article 16, le régime de l'état de siège et le régime de l'état d'urgence. Donc, en fonction des cas et en fonction des moments, c'est des régimes que l'on déclenche. Et typiquement, le régime de l'état d'urgence, c'est quelque chose qui nous parle plus, ne serait-ce que là, on est passé il y a eu l'état d'urgence sanitaire, mais avec les attentats, on a eu les états d'urgence, c'est quelque chose qu'on est assez habitué. Mais comme tu disais, là, l'article 16, on en a attendu une fois et en dehors des cours sur ça, je sais pas toi, Anto, mais moi, j'ai pas beaucoup entendu parler de... C'est pas quelque chose... Si, moi, je trouve qu'on en entend... Enfin, oui, en cours, voilà, on en entend parler parce que c'est quand même une disposition qui donne énormément de pouvoir au président. Mais c'est vrai que... Ah, oui, je suis peut-être remué. Non, on t'entend. Moi, je t'entends. Ah, ok. Donc, non, ça va. Mais Roustan, tu l'entends? Oui, j'entends Anthony, ouais. Ok. Mince. Et mais ouais, du coup, en cours, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup, mais après, c'est vrai qu'en pratique, je pense que ça a très peu de chances de se reproduire dans les... En fait, ouais, je pense qu'il fallait avoir les couilles du général de Gaulle pour le lancer, celui-là, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait vraiment compliqué, quoi. Bah après, avec le surnom qu'on a du président, on n'est pas à l'abri. Hein. Oui, mais Sarkozy avait le même surnom et en soi, il faudrait vraiment un justificatif, quoi. Il faudrait qu'il y ait une catastrophe qui se produise. Et là, en l'occurrence, pour l'instant, enfin, on verra. Et aussi avec cette question, au grand tout, ce qui peut arriver parfois, mais vous inquiétez pas, c'est pas sur tous les articles de la Constitution, on peut être amené à vous poser la question en disant est-ce que vous pouvez nous parler par exemple de l'article 16 de la Constitution ou des articles un peu connus, je sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre peut-être sur les... 34, les articles oui, sur voilà. tout ce qui est le pouvoir du Parlement et le pouvoir réglementaire. 66 sur le pouvoir judiciaire, enfin l'autorité judiciaire. 55, c'est sur les conventions, c'est ça? Oui, la supériorité des traités par rapport à la loi, ouais, celui-là, oui, voilà, c'est des petits... il est pas mal à connaître avec Jacques Vabre et le Conseil d'État, c'était quoi, 1989, Nicolo? Je sais pas, il y a des administrativistes dans je crois que c'était Nicolo, si je me souviens bien, au niveau du Conseil d'État.
ces arrêts qui consacrent le fait que les traités sont supérieurs à la loi. Oui, voilà. Donc, Enfin, comme ça, surtout le fait en fait que les juridictions internes peuvent apprécier peuvent faire le contrôle de conventionnalité, quoi. C'est-à-dire apprécier la validité d'une loi par rapport à un traité. et tu réentends Anthony, Antoine? Non, moi je j'ai pas Anthony en vocal, alors je lis sur ses lèvres, mais je ne l'entends pas. Parce qu'il t'entend, lui, pour le coup. Ok, bon, bah, Ouais, peut-être je sais pas. ça reviendra. Au pire sort et revient Ming. Je lance la troisième question en attendant. Sur la troisième question, justement sur la peine de mort. Question assez classique. En quelle année a été abolie la peine de mort en France? Enfin, du moins l'année et la date. Là, j'ai pas suivi le dernier sondage en France. J'ai regardé la semaine dernière, alors on avait dépassé les 50%, non? De gens favorables. Je sais pas. Ou alors on était vraiment pas loin, quoi. On était à 46, 54, quoi, ou quelque chose comme ça. Bah attends, je vais Je vais regarder. Parce que il y a eu tous ces sondages là sur le sujet. Attends, je vais passer vite fait. C'est assez... Enfin, je trouve ça assez incroyable quand on se pose encore aujourd'hui la question de la peine de mort. Ah non, mais c'est... Ah, la sondage CNews. Ça revient là, c'est vrai, j'ai vu ça. Ça vaut ce que ça vaut. 55% des Français affirment qu'il faudrait rétablir la peine de mort en France. Ouais, j'ai le même là. Selon cette étude réalisée par Le Monde. Ouais, c'est... C'est fou. C'est pas évident. Ouais, là, là j'ai l'article du Parisien, il dit... Tendance acquise à droite, majoritairement les sympathisants RN, 85%, et LR, 71%. Ouais, on a le même article. Wow. C'est solide. En tout cas, la bonne réponse, c'était la réponse A, justement sur le 9 octobre 1981. Alors le 9 octobre 1985 ne correspond à aucune date, mais le 10 septembre 1977, ça correspond à la dernière exécution en France. Donc c'est la dernière fois où en France on a condamné quelqu'un a été condamné à mort puis exécuté en France. Donc en revoyant ce chiffre, je me suis dit ah oui, on a aboli en 81, mais déjà un peu avant on avait commencé à ralentir le je sais pas comment on pourrait qualifier ça, mais dernière exécution c'est 10 septembre 1977 et la personne, je crois que c'était quand même assez connu. Ouais, c'était un Marseillais, je crois que c'était au Beaumet, à Marseille, sur un Mac. C'était Hamida Djandoubi. Ouais, au Beaumet, c'est ça. Alors sur ça, comment? Tu allais dire quelque chose, Xavier? Non, vas-y. Pardon, j'allais dire, je suis désolé si je te coupe, Anthony, comme je t'entends pas, c'est possible que je me mette à parler au milieu de tes phrases. Donc là, faut que Xavier il m'arrête. Il y a le bouquin de Robert Badinter, L'exécution, qui est absolument à lire. Moi, je crois que c'est le dernier bouquin où, enfin, vous le verrez, mais le moment où il raconte la scène de l'exécution, c'est rare que les bouquins prennent au ventre, mais celui-là, c'est un bouquin qui prend au ventre et qui est incroyable. Donc, et ça se lit à d'une traite. Il tombe en une matinée et l'avantage, c'est que ça participe des révisions parce qu'on est purement dans la culture juridique, quoi. Oui, non, mais bien sûr, oui. Et alors, si vous avez une question qui tombe là-dessus, suite à ces sondages, sur la possibilité de rétablir la peine de mort en France, sachez que c'est extrêmement compliqué de la rétablir parce qu'en fait, maintenant, la France est partie à beaucoup de traités internationaux
notamment la CESDH, bien sûr, le PIDESC, je crois qu'il l'interdit aussi, et l'Union européenne également l'interdit. Si on veut être membre de l'Union européenne, on ne peut pas avoir la peine de mort. Donc il y a beaucoup de traités internationaux en fait qui en pratique interdiraient la France de rétablir la peine de mort. Donc quand on entend des élus dire oui il faut rétablir la peine de mort, blablabla, blablabla, euh, dans la pratique c'est extrêmement compliqué et ça requerrait de sortir de tous ces traités de protection des droits de l'homme quoi. Donc ça Ouais, peut être un argument que vous pouvez sortir bah, en cas de ouais. grand taux et ça peut toujours. Bah, justement, je pense que en cas de grand taux, c'est notamment ces arguments qu'on attend, en dehors même de toute conviction personnelle. Souvent, voilà, il faut argumenter juridiquement, et, et c'est ce qui montre que voilà, c'est pas possible. Et parce que justement, tu parlais des traités, mais aussi sur la question du traitement inhumain et dégradant, ben voilà, on parle toujours liberté fondamentale. Il y a matière à développer là-dessus. C'est ça. Et pas simplement dire, bah moi, enfin de dire c'est horrible de tuer quelqu'un, tu vois, genre sur la manière de répondre à une question sur la peine de mort au grand taux. Oui, puis surtout qu'après, il faut s'interroger aussi sur au-delà de l'aspect juridique, est-ce que la société en sort mieux réparée en fait? Est-ce que c'est une sanction qui permet de réparer efficacement l'atteinte qui a été portée à la société? Donc ça, on peut regarder, est-ce que ça va diminuer, par exemple, la criminalité? Moi, je crois que j'avais cru voir des statistiques qui disaient que ça n'était pas le cas. Ce genre de choses qui montrent qu'en fait, en pratique, c'est plus de la vengeance organisée qu'une vraie solution pour la société, quoi. Oui. En tout cas, là j'ai fait un petit point score. On a contestants 4 et 5 qui sont devant. Si c'est la première fois que vous venez avec nous, si vous voulez que votre nom s'affiche à la place de contestant, vous allez voir juste en bas, il y a une petite roue où vous pouvez lier l'extension QuizKit à votre compte Twitch. Donc n'hésitez pas à le faire pour que ce soit plus affiché contestant 5 et contestant 4. Donc voilà. Mais à la fin, si on a un peu de temps, j'avais vu que le discours de Badinter à l'Assemblée, il n'était pas très long, donc on peut se regarder. Et je trouve qu'il est assez intéressant sur la manière de réfléchir de l'époque, et c'est assez innovant. En tout cas, on passe à la question 4. Question 4 sur la loi Avia. Donc, loi peut-être que vous avez entendu parler. Donc, vous avez entendu parler cet été pendant que vous révisiez le barreau. À quoi fait référence la loi Avia? Est-ce que c'est une loi française visant à simplifier les relations de l'administration avec les usagers, notamment via l'introduction d'un droit à l'erreur et d'un droit au contrôle des administrés? Est-ce que c'est plutôt une loi visant à renforcer la contribution des opérateurs numériques à la lutte contre certains contenus manifestement haineux en ligne? Ou est-ce que c'est plutôt la loi qui élargit notamment la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules et confère de nouveaux droits pour les enfants nés d'une PMA? Donc, la loi Avia de cet été, à quoi correspond-elle? Et oui, je vois dans le chat loi qui dit que c'était l'une des conditions qui posait problème avec l'intégration de la Turquie dans l'UE, le fait que Erdogan voulait potentiellement rétablir la peine de mort. Oui, c'est juste. C'est juste. C'est juste. Donc c'est bon pour cette question. La bonne réponse, c'était la réponse B. Bon, pas de souci dans le chat, tout le monde avait la bonne réponse. Peut-être je sais pas si vous avez suivi la petite actu sur cette loi et ce qu'elle en devient après sa promulgation. Non. Antoine, t'as pu voir toi ce qui s'était passé? Non, pas du tout. Une fois que la loi a été
a été votée, promulguée. Censure partielle, mais une censure partielle de la plupart du dispositif qui avait été voté. Donc c'est une partielle pour ne pas dire totale. Donc c'est quasiment, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est quasiment 80% de la loi qui a été édulcorée par le Conseil constitutionnel. Sauf que des modifications avaient été prises et la loi a été remise dans le circuit. Est-ce que elle a été totalement lavée de ces péchés qui ont été reconnus par le Conseil constitutionnel? Je sais pas, mais ça m'a fait penser à, je sais pas, enfin, si tu te rappelles de la consultation de sites à vocation terroriste. Il y avait une première navette où le Conseil constitutionnel avait dit au gouvernement non, mais ce que vous faites, c'est contraire au principe contenu dans la Constitution, donc il avait censuré. Le gouvernement avait, une deuxième loi avait été votée et mise dans le circuit, et un contentieux est né par la suite. Et quand la loi on a questionné la loi au regard de la Constitution, on s'est rendu compte qu'au final les mots avaient changé, mais le fond était le même. Donc la censure, elle est retombée quelques années après, une fois que, soi-disant, la loi avait été lavée, quoi. Donc il faudra suivre comment le contentieux évolue sur cette loi. Je pense qu'il va y avoir pas mal de contentieux, parce que la thématique est très présente. Notre M qui nous dit, en plus la députée Avia est connue pour tenir des propos, comment dire, assez salaces et particulièrement haineux. Oui, ça c'est en dehors de ça là, oui, ça peut poser problème. Après, je doute que si elle se fait censurer, elle aille devant le Conseil constitutionnel, mais je pense qu'il y a un contentieux qui va arriver sur cette loi, pas maintenant, mais c'est pas la première fois où, lorsque le gouvernement, là en l'occurrence pas le gouvernement, mais c'est les députés qui proposent une loi, que la loi est censurée, même lavée de ses défauts, elle n'est pas totalement exempte de tout reproche, quoi. Mais moi, je me souviens d'un truc un peu bizarre par rapport à ça, ça m'avait interloqué, je me souviens. Mais tu vas me dire si je me trompe, Xavier. Je me souviens qu'une partie de la censure était justifiée, en fait, parce que c'était impossible pour les réseaux sociaux de supprimer dans les délais donnés par la loi, et pas parce qu'en fait, ça portait une atteinte excessive à la liberté d'expression. Oui, il y avait ces arguments qui étaient notamment évoqués par la plateforme en disant, soit, justement ce que tu dis, soit on ne peut pas tout supprimer, parce qu'il est impossible de vérifier à la main, parce qu'aujourd'hui un algorithme n'est peut-être pas capable de voir la nuance, mais en même temps, si un algorithme censure tout, de l'autre côté, c'est la liberté d'expression qui est en danger. Donc c'est vrai que c'était un peu ce côté que les plateformes étaient dans l'incapacité de le faire. Alors moi, ça m'attriste terriblement, parce que le problème de l'humour et du rire par rapport à ces logiciels, à quel moment est-ce qu'un logiciel, un algorithme sera capable de détecter l'humour et la blague? Moi, j'y crois pas une seconde. Je pense que je suis terrifié par le fait qu'on puisse plus faire de blagues. Ça ne sera... On ne parlera pas de... Je parle pas d'humour noir forcément, hein. Je parle de... Mais sur ça, sur la vérification, lorsque par exemple il y a typiquement en Nouvelle-Zélande, l'attentat qu'il y a eu dans la mosquée qui avait été diffusé en direct sur Facebook, comment ça se passe pour que Facebook, je crois que c'est au bout de 20 ou 30 minutes qu'ils interviennent, qu'ils suppriment ces signalements. Oui, ces signalements. C'était Facebook ou c'était Twitch? Non, c'était Facebook, mais c'est des signalements. Okay. Mais une fois que c'est signalé en masse, c'est des vraies personnes qui vont intervenir pour contrôler en fait. Et c'est un métier, je crois que c'est beaucoup dans les pays en voie en développement, où tu as des gens qui sont payés pour checker les vidéos qui se font signaler pour voir est-ce que Facebook censure et l'enlève, ou est-ce que au final il le laisse pour parce que c'est pas ça contrevient pas à leur politique d'utilisation. Donc aujourd'hui c'est en fait la seule solution, la plus simple, c'est de faire une suppression automatique au bout d'un certain nombre de signalements, et ensuite a posteriori de vérifier si on la remet. C'est-à-dire de faire dans l'autre sens. Ouais. Mais la question qui se pose, c'est quel rôle, en fait,
quel rôle on doit donner à ces entreprises qui restent quand même des entités privées? Quel rôle on leur donne dans justement cette préservation de l'ordre public, etc. Et d'un côté, on veut leur donner le moins d'influence possible, on veut toujours dire oui, ils doivent pas intervenir dans la vie publique, etc. Blablabla. Et d'un autre côté, par contre, quand il s'agit de contenu haineux et ce genre de choses, on leur demande de prendre des mesures. Donc en fait, on essaie un peu de tirer la couverture des deux côtés. Ouais, et forcément, ces plateformes-là, il faut rappeler que c'est des compagnies privées et que c'est pas forcément à elles de contrôler l'activité de leurs usagers sur les services qu'elles proposent. Pour moi, ça doit relever de l'État. c'est vrai, mais en même Donc, temps, tu vois, genre, par exemple, à moindre mesure, mais par exemple, là, si dans le chat, il y a quelqu'un qui commence à dire, à tenir des propos, que ce soit racistes, antisémites, xénophobes, sexistes, si nous, on n'intervient pas pour modérer le chat, vis-à-vis de Twitch, on est responsable de ce qui se passe dans le chat, tu vois, donc ça me paraît pas aberrant que... Déconnez pas. Que en fonction des utilisateurs que tu as sur Facebook, bah, du coup, s'il y en a qui déconnent, qui déraillent, bah, qu'ils soient sanctionnés. Tu vois. Mais c'est pas la même mesure, mais que je trouve qu'ils ont quand même cette petite part de responsabilité, tu vois. Au moins de dire, non, bah non, on veut pas ça. Enfin, c'est une dispute, ouais, c'est particulier. Réagissez, hein, n'hésitez pas dans le. Enfin, si tu veux, il y a des règlements intérieurs, etc., qui disent ce qui est proscrit. Donc ça, si tu veux, les entreprises, elles le disent, ce qu'elles veulent pas sur leur réseau. Mais après, la question, c'est le contrôle. Oui. Est-ce que c'est à elles d'engager des moyens financiers pour contrôler, en fait, tout ça pour se substituer à l'État? Moi, je pense que c'est en tout cas, c'est mon point de vue, quoi. Je pense que... Ouais, non, mais ça se... Après, on a délégué la sécurité des aéroports à des entreprises privées. Hein. C'est un peu, la même logique. Hein. C'est cette délégation de la sécurité. À ce moment-là, on les subventionne, ces entreprises privées, pour supporter ces coûts de contrôle. Et oui. Bah ouais, subventionner Facebook, on le fait un peu, non? C'est déjà le cas là. Oui, enfin d'une certaine manière. Pas spécifiquement pour le contrôle, si tu veux. Mais c'est vrai que c'est une question, on peut en discuter des heures, quoi. Ok, bah écoutez, je vous propose de passer à la question 5 tout de suite. Est-ce qu'on ferait pas juste un petit point sur les deux autres lois qu'il y avait sur... juste en une minute. Je sais pas à quelle loi tu as particulièrement pensé, Xav, pour la A, peut-être la loi ESSOC, je sais pas. Ouais, c'est ça, exact. Et donc, je sais pas si non, mis à part ce que j'ai marqué, je saurais juste vous renvoyer vers la loi ESSOC. La loi ESSOC, alors c'est une loi qui date de juillet 2018, il me semble, sauf erreur de ma part. Et c'est une loi qui, tout simplement vise à simplifier les relations entre le public et l'administration. Et effectivement, il y a cette notion de droit à l'erreur qui a été introduite, notamment en matière fiscale, qui permet aux contribuables de rectifier son erreur et de ne pas être sanctionné lorsque c'est sa première erreur, en fait. Et pour la deuxième, la question C, c'était la loi bioéthique, j'imagine, la dernière loi bioéthique. Ouais, c'est ça. Je sais pas trop où elle en est, cette loi. Je suis pas sûr que ce soit vraiment entré en vigueur. Ouais, je saurais pas te dire. Et j'aurais tendance à dire que non. Attends, je vérifie. Je pense qu'elle n'est pas encore entrée en vigueur, qu'elle doit être en deuxième lecture. Mais... Alors dans le chat, je vois que des fois vous essayez d'envoyer des liens et ça met des petites étoiles. Ouais, ça fait 2 fois là. Ah. Donc attends. C'est toi, Xavier, qui censure là. Espèce de censeur. Attendez, je vais rectifier ça le plus vite que je peux. L'autre reine qui nous dit navette parlementaire sur la loi de bioéthique. Ah ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est bien ce que je pensais. Mais bon, apparemment, ça, je crois pas avoir vu qu'ils avaient l'air de vouloir revenir sur ce qu'ils ont adopté concernant la PMA pour les femmes. Donc je pense que ça devrait être rentré en vigueur.
mais je vous avoue que j'ai pas spécialement suivi le débat. Enfin, je l'avais suivi au début, mais là, ça s'est un peu tari. Bah normalement, il devait pas y avoir de problème. Attendez, je vais lancer, je vais voir comment je peux, mais désolé si on peut pas mettre des liens, mais je vais essayer de rectifier ça. Ok, on passe à question 5. Sur un principe qu'on connaît tous plus ou moins, le principe de laïcité, est-ce que celui-ci s'applique-t-il partout en France? Donc question sur le principe de laïcité. Et selon viepublic.fr, la loi bioéthique est en deuxième lecture, Anthony, comme tu disais. Donc, Ouais, voilà. pas tout à fait entré en vigueur, mais... Donc, question sur l'application de la laïcité en France. Vous auriez dit quoi, Anto et Antoine? Non. Moi, je vois où tu veux nous amener, Ouais. mais j'aurais dit A. Ah, t'aurais dit A? Oui, en fait, il y a une subtilité. Moi, j'aurais dit que la séparation de l'Église et de l'État ne s'applique pas partout en France, mais le principe de laïcité, oui, mais peut-être du coup, Ben, en fait, là, ça se discute comme tu dis, mais moi j'ai choisi de dire non. Pourquoi? Parce que oui, cette séparation de l'Église et de l'État, tu pensais sûrement à l'Alsace-Moselle peut-être? Oui, j'avais vu où tu voulais nous emmener. Mais en plus de ça, tu as ce côté où la loi de 1905, elle s'applique pas non plus à Mayotte, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Wallis et Futuna. Donc ça m'avait étonné Mais quand... est-ce Oui, vas-y. que séparation de l'Église et de l'État et laïcité, c'est un seul et même concept, tu vois? Moi, c'est là où j'ai un doute. Mais pas du tout, les gars. Enfin, je pense pas. Oui, mais la... C'est pour ça que j'ai mis non. Ah, j'ai mis non. Ah oui, voilà, donc c'est non. Ah oui, non, c'est oui. Non, merde, moi j'avais mis oui, oui. Voilà, j'avais mis oui. Bah, pour moi, la loi de 1905, c'est celle qui... Enfin, pour vous, c'est quoi la loi de 1905? Bah, c'est séparation de l'Église et de l'État. Mais je suis pas sûr que le principe de laïcité, il découle. Ah, il est parti. Moi, je crois que c'est. Moi, je crois que la loi de 1905, elle va vers le chemin de la laïcité. Finalement, la France était liée à l'Église, avait une place importante, mais c'est pas que ça. Enfin, la laïcité, c'est beaucoup plus large que la séparation de l'Église et de l'État, quoi. Pour moi, c'est juste une composante de la laïcité, mais presque même une composante historique, en fait. Ouais, mais... Oui, voilà. Mais du coup, toi, Antoine, tu dirais que la laïcité, est-ce qu'elle s'applique sur l'intégralité du territoire? Pour moi, la laïcité s'implique sur l'intégralité du territoire. Oui, voilà, c'est ce que j'avais voté aussi, du coup. Après, si. Ça se plaide. Enfin, ouais, mais enfin, tu vois, je pense qu'en fait, il faudrait regarder. C'est simple, hein, si en Alsace-Moselle, tu peux venir en burqa au boulot, en fait, alors que tu es commercial, tu vois. Genre, dans l'idée, en fait, c'est là que tu pourrais vérifier si le principe de laïcité, il s'applique pas de la même façon. Mais du coup, peut-être pas en burqa. Du coup, il faudrait une tenue traditionnelle catholique. Et en fait, là, tu pourrais voir si du coup ça marche. Bah, en fait, Oui, moi, ça s'applique. S'il y a des gens d'Alsace-Moselle, il y a un cas pratique à faire là. Au boulot. Bah, selon moi, ça ne s'applique pas, même si peut-être il y a des particularités locales, mais notamment avec le dom-tom comme Mayotte, que je connais un peu plus le cas, il y a un régime des cultes qui est quand même assez présent à l'école, qui m'a fait dire que même si de la loi de 1905 ne découlait pas le principe de la laïcité, du fait qu'elle ne s'applique pas et que d'autres textes régissant les cultes s'appliquent, précisément dans ces départements. Non, peut-être. Hein. Mais oui, je vois où... Peut-être qu'il faut peut-être que la réponse est à nuancer, en fait. Ouais, mais... Sanamesh qui nous met dans le chat, on pensait que... Le Conseil a considéré que la proclamation du caractère laïque de la République dans la Constitution ne signifiait pas pour autant la remise en cause des dispositions applicables dans certains
partie du territoire de la République lors de l'entrée en vigueur de la Constitution. Ok, donc ce serait plutôt dans le sens du oui. Moi, je trouve que ça serait plutôt dans le sens du non. De ce qu'elle a dit? Oui, en mode, Ah oui, certes, il y a la Constitution, quand elle est entrée en vigueur, elle a déclaré qu'il y avait de laïque, mais vu qu'il y avait des choses avant et qu'elles sont restées, bah, c'est pas laïque partout. Ah, je sais voilà, pas c'est lire, plutôt dans le attends, sens je du vais le non. relire. De quoi ça? Ok, oui. Ok, Mais- oui. Mais c'est à la marge. Ça se discute. Non, mais c'est à la marge, mais voilà, il y a ces territoires-ci où on connaît plus l'exemple de l'Alsace-Moselle, mais pas tous les dom-toms, mais certains dom-toms où vraiment t'as quand même. Pour Mayotte, par exemple, c'est le culte. C'est la religion musulmane qui est principale sur le territoire, et il y a quand même. Il n'y a pas ce côté où en France on est réticent, enfin pas réticent, mais comment dire ça? Sur la pratique de la religion à l'école, c'est un peu plus tabou, quoi. Ok. Ok. On passe à la question 6 du coup. Sur un autre personnage historique, notamment Jeanne Chauvin. Qui a été... pourquoi Jeanne Chauvin a été connue? Est-ce que c'est la première femme à avoir voté? Est-ce que c'est la première femme avocate à avoir plaidé? Ou est-ce que c'est la première femme ministre de la Justice? Donc, question aussi un peu, je dirais pas classique, mais qui revient parfois au grand eau sur Jeanne Chauvin. On a aussi Olympe de Gouges qui revient en question. Et donc Jeanne Chauvin, c'était bien entendu, dans le chat vous l'aviez, c'était la première femme avocate à plaider. Par contre, je sais pas, peut-être Antoine ou Anthony, si vous aviez, l'affaire, j'ai pas réussi à mettre la main. Si on a quoi? L'affaire dans laquelle elle avait plaidé, ou même si c'est anecdotique. Alors, je vais te dire si je trouve. Mais ce que je trouve, en dehors que ce soit la première femme à plaider en France, c'est que en 1901, c'est la première femme, mais seulement 43 ans après, les femmes obtiennent le droit de vote. C'est-à-dire que je trouve que dans la dimension, l'ordre des pouvoirs, les droits que les gens acquièrent au fur et à mesure, le droit de vote arrive très tard en France. C'est une nouvelle pour personne, mais d'autant plus quand tu le mets en perspective qu'au début du siècle, tu avais une femme qui plaidait dans les tribunaux, donc peut-être qui défendait même des hommes, et qui n'avait pas le droit de vote. Donc je trouve... je sais pas, il y a que moi qui pense ça, peut-être c'est dans ma tête, mais je trouve que c'est difficile. Non, moi je trouve que droit de travailler et droit politique, je trouve que c'est pas la même chose, mais par contre c'est vrai que c'est aberrant en termes de date de se dire que tu peux plaider mais pas voter, quoi. Bah ouais, c'est un peu ça que... c'est... Ouais. Et est-ce qu'il n'y avait pas une subtilité comme quoi c'était la première femme avocate française, mais qu'il y avait une russe qui était avocate en France Oui. Avant elle, Olga quelque Oui. chose, non? Oui, c'est ça. Mais par contre, elle, Olympe, non, l'autre là, comment elle s'appelle cette commentaire? Jeanne Chauvin? Jeanne Jeanne Chauvin. Chauvin, c'est la première à plaider, mais je crois pas que ce soit la première avocate. Ouais, c'est justement, Oui, voilà. je crois justement, l'accent est porté sur à plaider, justement. Olga Petit, première femme à Olga prêter Petit, le voilà. serment d'avocat le Voilà. 6 décembre 1900, pardon, précédent de quelques jours, Jeanne Chauvin. Ah oui, voilà. Et, À l'époque, on prêtait pas tout le serment le même jour. et la première femme ministre de la Justice, vous savez qui c'est? Moi, je sais pas.
Bon, on va chercher. Première femme ministre de la Justice. Peut-être dans le chat. Elisabeth Guigou, visiblement. Ah oui. Oui, c'est ok. Loi qui nous dit première affaire portée sur la contrefaçon des corsets. Intéressant. C'est vrai? Ah, c'est beau ça. La contrefaçon. Un petit corset Gucci. On passe à la suivante? Ouais. Tout de suite. Ouais. Je vais vous envoyer un truc. J'ai trouvé la Gazette. En fait, le Figaro. L'édition du 22 janvier 1901 qui raconte l'affaire dans laquelle a plaidé Ah, justement Mademoiselle Chauvin. C'est un peu long à télécharger, c'est sur c'est Ok. Gallica, vous savez, le fond de la BNF. Là. ok. Bah, cool. Petite question de justement qui fait écho à ce que Anto avait dit dans l'avant-dernier épisode du podcast sur l'importance de savoir, de connaître les libertés fondamentales, mais aussi de savoir comment on peut les défendre, notamment avec quel type de procédure. Et donc, question sur le référé liberté. Devant quel juge ou juridiction peut être prononcé le référé liberté? Donc, est-ce que c'est devant le juge administratif, le juge constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme ou la Commission des droits de l'homme? Question sur le référé liberté. Ah oui, c'est écrit en tout petit ton document, Antoine. Ouais, je crois qu'il faut le télécharger pour l'agrandir, c'est un peu... Ah oui. Ok. Du coup, ici pour cette question 7, question pas bien compliquée, vous l'aviez tous dans le chat. C'est bien entendu le référé liberté. Je pense qu'Anto en sait un peu plus sur moi là-dessus. Je crois que... Alors, ça remonte quand même pas mal parce que moi, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de vraiment faire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, c'est une procédure d'urgence devant le tribunal administratif. Lorsque vous avez un acte administratif qui, donc, soit un décret, un arrêté, etc., une décision, qui porte atteinte à une liberté garantie, un droit ou une liberté garantie par la Constitution. Donc, par cela, il faut entendre tout ce qui est le bloc de constitutionnalité, en fait. Il me semble que ça doit être ça. Ou alors, c'est juste la notion de droits fondamentaux. Je crois que c'est la notion de droits fondamentaux qui est utilisée dans le texte, qui est plus générale. Et bien, vous pouvez attaquer cette décision et obtenir sa suspension, en fait, par le juge administratif. Et ce qui est intéressant, Vas-y. c'est que, en fait c'est que le référé liberté, souvent, il est mis en concurrence avec la voie de fait. Et en fait, il y a une petite guéguerre entre juge administratif et juge judiciaire sur deux procédures qui ont eu et qui ont encore parfois des champs d'application similaires. Et quand l'un prenait de l'importance, on donnait, le Conseil d'État répliquait et ainsi de suite. Et ça, c'est assez intéressant de voir comment les deux, voies de fait et référé liberté, sont développés en fait l'un par rapport à l'autre. Et je vous ai mis un article sur ça dans le chat. Sanamesh qui nous demande, en simulation, on m'avait demandé s'il était possible de se couper un bras. Moi j'aurais dit que... Enfin, je crois que je l'avais vu passer. Moi j'aurais dit que... la scarification, c'est la libre disposition de son corps. J'aurais été tenté par dire que si tu le fais chez toi, il n'y a pas de souci. Après, peut-être que... Comme ça, sur les libertés fondamentales qui seraient contraires, peut-être la dignité de la personne. Je pense qu'il y a peut-être des questions d'ordre public. Si tu te coupes le bras en plein milieu de la rue. Oui, là, typiquement, tu vois, je pense à. Je sais pas si vous vous rappelez,
de cet artiste russe qui s'était cloué les testicules en plein milieu de la place rouge. Ah, ça me dit Bah, beaucoup. tu sais qui c'est? C'est Piotr Pavlansky, donc Ouais. Ah ouais, le même que de l'affaire Griveaux, là. oui voilà, oui c'est l'ami de celle qui a sorti les vidéos, mais oui voilà, je pense que voilà, si c'est chez toi, je pense au calme, mais si voilà, enfin notamment là elle nous dit, ah oui ça serait dans le cadre d'une représentation artistique. Oui donc oui, représentation artistique, c'est sûr que ça... Là le fondement, inviolabilité du corps humain de l'article 16. Mais je pense sinon, Franchement, je suis pas sûr. Hein. 2. Ah ouais, moi j'aurais pas dit ça, tu vois. Mais Ouais, non, ok. je suis pas. Je Vas-y. pense que si tu te coupes toi-même le bras, en fait, je suis pas sûr que l'article 16 soit applicable, en fait. Je pense que l'article 16, il est là pour pour interdire les. Ouais, je sais pas. Oui, quoique, quand tu vends tes organes, on peut dire que c'est ta propre disposition, mais que c'est quand même interdit, en fait, cela dit. Non, mais là, quand la vente d'organes, je crois que c'est pas le même fondement, hein. Ouais, je crois que C'est le fait si. que t'as pas le droit. C'est le fait que t'as pas le droit de vendre les éléments du corps humain. Ouais, mais c'est la combinaison des dispositions du droit des contrats et de cet article 16 Ok. qui prévoit que le corps humain est hors du commerce, etc. La vente, c'est l'indisponibilité, Sanamesh, il dit. Moi, je suis de l'avis de Sanamesh. Ok. Mais moi, je crois qu'on me l'avait demandé, ça, sur. Il y a un débat sur la circoncision des jeunes enfants. Et que comment c'est possible qu'on accepte en fait de pratiquer la circoncision sur des enfants. Et en fait, il y a une exception, comment on pourrait dire, téléologique, une exception culturelle un peu, qui existe sur ça. Alors que par exemple, on peut pas avoir tatouer ton gamin. Exciser non plus, t'as pas le droit. Ah ouais, non, l'excision. Ah oui, bah celui-là, oui. En même temps. Oui, mais c'est. Ah oui, c'est ouais, ouais, non. Mais les fondements, pour le coup, sur cette question de la. Enfin, il y a pas mal de fondements et en fonction, c'est vrai que tu pioches un peu. Mais le conseil là-dessus, c'est de partir d'un fondement pour essayer de construire votre pensée là-dessus. De toute façon, c'est ça qu'ils veulent, hein, c'est voir en fait comment vous raisonnez et puis là où vous plantez, là où vous plantez pas. Et puis même si vous vous plantez, mais que en fait c'est logique, c'est bon quoi. Oui. Il y a notre M qui cite l'arrêt Our Body là, de la Cour de cassation. Alors, il me semble que c'est l'arrêt sur une exposition de corps humain mort. Là. Ouais. Il me semble. Ouais. Celui-là, il est compliqué aussi. Ouais. Mais, non, mais ça, ouais, non, mais alors celui-là d'arrêt, il est intéressant. Parce que c'est le respect. Est-ce que le respect des droits fondamentaux continue après la mort aussi? Et en fait, il est sur l'application dans le temps des droits fondamentaux, et notamment, est-ce qu'on a encore des droits quand on est mort? Je crois que celui-là, il est super intéressant. Je suis d'accord. Exact. Vraiment à chaque fois. Ok. Bah, je vous propose de passer à la dernière question, comme ça après si on a un peu de temps, on peut se mettre le petit discours de Valentin. Dernière question d'aujourd'hui. Alors, le mécanisme mis en place par la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987 est un mécanisme qui a un caractère plutôt judiciaire, un caractère non judiciaire ou un caractère quasi judiciaire. Donc, quelle est la procédure qui a été mise en place pour suite à cette convention européenne? Réponse assez partagée dans le chat. Je sais pas ce que vous auriez dit, les gars. Moi, je trouve que c'est super dur comme question. Ouais, moi aussi. Moi, j'ai mis quasi judiciaire parce que je me suis dit que c'était un mot un peu particulier et je me suis dit,
si Xavier il l'a mis, c'est que ça doit être ça, tu vois. Mais Non, c'était de la pure logique mentale, en fait. non, mais c'est une question qui est, enfin, c'est une question pas évidente et je l'ai préparée. C'est sûr que j'avais la réponse, mais qui est pas évidente. Mais c'est justement sur toutes ces questions bah, qu'est-ce qui fait qu'on aussi on interdit la torture en France et tous ces traitements inhumains dégradants. C'est voilà, c'est cette convention européenne et c'est une réponse qui a un caractère qui est non judiciaire parce qu'en fait euh, ils interviennent dans des lieux. Enfin, c'est des experts qui sont désignés au niveau du Conseil de l'Europe. Donc, c'est les experts qui sont dépêchés lorsqu'on leur demande d'intervenir pour pouvoir produire des rapports. Donc, ils interviennent parfois dans les prisons. Et je pense que notamment dans le cadre de Julian Assange, ils devraient aussi pouvoir intervenir sur cette question de est-ce qu'il a subi un traitement inhumain dégradant. Et c'est une procédure qui est non judiciaire parce que voilà, le comité est composé d'experts qui rendent des rapports mais qui n'ont pas vocation à tirer la sanction sur le fondement même de la convention. Après, on peut aller devant les juridictions, mais ce mécanisme même de dénonciation, il a visé non judiciaire. Donc je vous l'accorde que c'était une question qui n'était vraiment pas évidente. Mais c'est toujours intéressant de voir toutes ces petites conventions qu'on connaît pas trop, mais qui n'en reste pas moins important parfois de sortir. En tout cas, là, pour ce soir, c'est Sanamesh qui s'impose devant Laoru et Notre-Dame. Donc, félicitations déjà à vous et félicitations à tous d'avoir. C'est assez serré, hein. Ouais, c'est assez serré, effectivement. Ouais. Donc, c'est pas mal. Dans un mouchoir de poche. C'est ça. N'hésitez pas à nous faire des remarques sur ces quiz. Ce qu'on doit changer par rapport aux autres. Est-ce que c'est bien? Dites-nous. Ouais, et pour ceux pour qui c'est pas encore fait, si vous avez aimé le live, que c'était la première fois, n'hésitez pas à suivre la chaîne avec le petit cœur rouge. Comme ça, quand la prochaine fois on est en live, vous avez directement la notification. Je vous propose juste pour finir qu'on se mette le discours de Badinter à l'Assemblée sur la peine de mort. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà vu, mais moi à chaque fois que je le vois, c'est quelque chose qui me prend au triple un peu. Alors attends, il y a la pub. Hop. Tac. Vous m'entendez toujours, Antoine? Ouais. Je sais pas si vous allez pouvoir entendre directement, peut-être. Faut qu'on mette le son sur Twitch. Je sais pas, il faut voir si tu entends pas, il faudrait peut-être que tu mettes le son sur Twitch et que tu reviennes quand tu veux faire un petit truc. Mais en tout cas, voilà, c'est le discours qui, voilà, pour resituer un peu le contexte, c'est un discours qui porte, alors même qu'en France, l'abolition de la peine de mort n'est pas majoritaire, donc c'est quand même une prise de position assez ferme pour l'époque. Et donc c'est Robert Badinter à la tribune de l'Assemblée nationale. Donc n'hésitez pas aussi à faire votre réaction s'il y a des phrases de choc. Je fais une première pause là. Je sais pas si, rhétoriquement parlant, je trouvais que là déjà sur ce premier truc, sur cette première partie là, il commence par avancer les arguments en face en disant que typiquement il savait que l'opinion publique n'était pas derrière lui, mais que c'était pas pour ça qu'il se démontait à vouloir présenter la peine de mort. Je sais pas si ça vous parle, cette première partie-là, où justement il commence par aborder les arguments de partie adverse, pour pouvoir après démonter en disant que non, nous, on a eu un programme, etc. Non, mais en fait, c'est juste que... Pardon, vas-y, Antoine. Pour moi, il rappelle vraiment ce que c'est que la démocratie représentative, c'est-à-dire qu'en fait, le citoyen, il élit un représentant, il lui confie un mandat, et ensuite, ce représentant est libre d'agir en son âme et conscience.
et c'est ce qui s'oppose à la démocratie directe, où là, le citoyen vote directement. Et il le rappelle bien, il dit bien, certes, aujourd'hui, peut-être que l'opinion publique n'est plus derrière nous, enfin n'est pas derrière nous, mais en tout cas, au moment où vous avez été élu sur ce projet-là et vous devez vous y tenir. Et en vrai, je pense que c'est des mots qui feraient du bien à réentendre aujourd'hui, quoi. Bah, moi, non, mais je pense qu'il faut surtout relativiser en fait ces sondages dont on parlait du Parisien qui disent que des Français sont pour la peine de mort, parce qu'en fait, ils l'étaient déjà à l'époque. Ils étaient pas. L'opinion publique n'a quasiment jamais été pour l'abolition de la peine de mort. Il l'a fait passer dans un programme politique de gauche et politiquement, c'est très bien passé. Mais je ne crois pas que l'opinion publique est clairement dit qu'ils étaient collectivement contre la peine de Oui, mort. Donc, je suis je pense d'accord. qu'il faut relativiser nos sondages d'aujourd'hui. Et c'est marrant, hein, moi, alors, j'aime pas beaucoup l'émission. C'est une émission, la présentatrice est blonde et il y a souvent, je sais plus, Robert Badinter, il y va tout le temps. Tous les 6 mois, il y passe sur cette émission. C'est ceux qui ont le 5 sur 5 aussi. Ils font les infos avec le 5 sur 5. Je sais plus comment ça s'appelle. Je t'avoue que je l'ai pas là. Enfin bref, c'est juste pour vous dire que les interviews YouTube de Badinter, c'est le top du top. Oui, bah, Moi, je me les fais toutes. il y en a une qui vient à peine de sortir là, il y a pas 3 semaines, sur justement où il revient un peu sur tout ce qu'il a fait et sur sa vision de la société actuelle et qui est aussi intéressante à voir. Et donc, attends, je continue et on en reparle après si vous voulez. L'écrier. Je crois que là, il parle d'un condamné à mort qui a lui-même été Spectateur d'une mise à mort, condamnation, oui. Ouais, et même ce qu'il disait sur le fait qu'il n'y a pas de corrélation, tu vois, genre c'est des phrases fortes et le cœur qu'il y met, c'est quelque chose, quoi. Ah ouais, là, les pénalistes, ils verront l'approche criminologique. Parce que autant le début du discours, c'est vraiment sur cet aspect politique et ce respect de la démocratie représentative. Là, on rentre dans les statistiques, on rentre dans la criminologie. Et le buffet et bon temps, c'est justement dans le livre L'exécution, c'est l'histoire de ça, de l'exécution de Buffet Bontemps, puisque Badinter en défendait un des deux, je ne sais plus lequel, suite à. Enfin, je ne vais pas vous spoiler l'affaire si vous ne la connaissez pas, mais le bouquin, c'est justement sur l'exécution de Buffet Bontemps. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que Badinter, à chaque fois que les sujets, en fait, le touchent personnellement, il crie. Il a ce timbre, il devient plus fort, qu'il n'avait pas au début, et là, il l'a. Oui. Et ensuite, vous regardez la vidéo sur YouTube où il dit, vous tapez Badinter, vous m'avez fait honte. Et je crois que c'est le jour où on a sifflé en fait les commémorations de la Shoah. Et il prend le même ton. Et en fait, c'est un ton propre à Badinter. Et moi, je trouve que c'est là qu'il est vraiment éloquent, quoi. C'est quand ça le touche personnellement. Bref. Ok, bah pareil, si vous avez une petite remarque, vous n'hésitez pas. Qui veut monter ses vidéos plus rapide? Ouais. Non. C'est sur la fin assez intéressant aussi sur ça. Je sais que c'est quelque chose qui lui était propre et auquel il attachait beaucoup d'importance. C'était cette question en tant qu'avocat, quelle était son utilité et la recherche de la vérité, sans entrer forcément dans ce carcan un peu à la Vergès où il dit Vergès où c'est vraiment une défense frontale parfois avec la défense de rupture, où il se dit au final la justice, on n'est jamais trop sûr de ce que la justice rend comme décision. Je sais pas si vous en pensez vous, Anto et Antoine, avant de se quitter là-dessus peut-être. Vous m'entendez toujours, Anto? Ouais. Ouais. Bah non, moi je suis d'accord. L'erreur judiciaire doit toujours pouvoir être corrigée Ouais, c'est sûr que et la peine de mort, bah, tu peux plus mettre le coup de blanco qui permet pas de réparer complètement, mais de masquer un peu enfin pas de masquer, mais de tourner à quelque chose de normal, même si le blanco est moche. Et je crois que ça pose une autre question. Ouais, Et mince, je sais plus comment s'appelle l'auteur, le plus grand criminaliste, celui qui a écrit beaucoup sur les prisons. Je me souviens plus. J'ai Si vous peur de dire l'avez. une bêtise, mais
Je me souviens, vas-y, mais Beccaria, non, pas lui. non, du 20e, Ah, ok. pas du 18e. Bon, je me souviens plus, qui disait qu'en fait, la question de la peine de mort, elle devait, en fait, ce qui est important, donc la peine de mort en soi est dégueulasse, mais le fond, en fait, c'est le pardon. La vraie question, c'est est-ce qu'on est capable de pardonner ou pas? Et avec la peine de mort, en fait, lui, il dit qu'une vraie justice, c'est une justice qui est capable de pardonner même si on est condamné, en fait. Puisque la réinsertion, elle commence au moment où on est capable d'être pardonné, même si on mérite cette peine, mais au moment où la peine est terminée, bah, on a fait en fait, on est réinséré, puisque c'est le but finalement de la peine, hein. Le but de la peine, c'est pas que de sanctionner, c'est aussi de permettre la réinsertion dans la société. Les pénalistes, vous savez ça mieux que moi. En fait, il dit, je me souviens plus qui c'est, si vous avez le nom, retrouvez-le, celui qui a écrit beaucoup, beaucoup sur les prisons. Il dit, le travail qu'on a commencé avec l'abolition de la peine de mort ne sera terminé que lorsqu'on aura éliminé de notre droit tous les mécanismes en fait qui permettent d'expulser quelqu'un de la société, et notamment la perpétuité, ou tous les mécanismes. Alors on l'a plus la perpétuité maintenant puisqu'on a c'est plafonné à 30 ans, mais on a des mécanismes de sûreté où derrière des mesures de sûreté où on garde. Et en fait, la vraie question de la peine de mort et de la perpétuité, c'est ne jamais avoir à donner son pardon, en fait. Parce que quand on élimine quelqu'un purement et simplement, que ce soit par la peine de mort ou par la perpétuité, on lui donne pas la chance de revenir dans la société. Et donc, en fait, on n'a pas vraiment Enfin, il y a quelque chose qui est fait à moitié. Et c'était pour le coup d'après, quoi. J'essaie de retrouver le gars qui dit ça. Exact, exact. Peut-être un petit mot en tout ou... Non, pas particulièrement sur Ok. ce sujet. C'est pas un sujet sur lequel je suis particulièrement. C'est vrai qu'Antoine, enfin, je trouve qu'il est un peu plus au fait sur ce sujet par rapport à nous et Oui, oui, oui. c'est toujours un plaisir de Tout ce l'entendre qui parler est de ces sujets-là. exactement. Je pense que je passer après Antoine, je ne ferai que mettre Voilà. une tâche supplémentaire. Arrêtez de me saucer. Ok, ben en tout cas, ben franchement c'est toujours aussi cool de partager cette heure et demie avec vous, Anto et Antoine, et à tous ceux qui sont avec nous. Enfin, j'ai pu voir un peu les statistiques des gens qui nous regardaient et vraiment euh, ceux dont on revoit souvent le nom dans le chat. Merci encore à vous, mais il y a beaucoup de gens qui passent pas mal de temps sur les lives et dont on n'en a jamais entendu parler. Donc merci à vous aussi parce que vous êtes un peu les, les viewers de l'ombre, comme on les appelle. Donc, c'est vachement cool. Et ben, j'ai vu que vous étiez pas mal inscrits pour les simulations au grand eau. Euh, si je vous ai pas encore appelé, normalement, je vous appelle demain. Je vais remettre le lien dans le chat pour ceux qui veulent toujours s'inscrire. Donc, n'hésitez pas. Ceux qui veulent déjà, je pense qu'on va s'appeler demain. Si vous voulez passer la semaine prochaine, ce sera avec grand plaisir qu'on commencera à mettre en place les lives simulation. Et puis, je sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter, mais en tout cas, c'était cool. Moi, je pense qu'on a fait le tour là pour cette session. Et ouais, non, je pense qu'on a fait le tour. Ok, ok. Bon, ben, écoutez, Visez bien. révisez bien et continuez à vous actualiser sur l'actualité, sur votre culture juridique. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.